Je pense que j'essaie de toujours un intérêt pour la chose analytique, là, modélisation et compagnie. Dès le début de mon travail, là, on faisait de la modélisation avec les GLM quand je commençais à travailler. C'était comme la nouvelle méthode. C'est comme un peu l'introduction, le machine learning 1.0, finalement. On va pas nécessairement le labelliser machine learning, mais un peu l'approche un peu plus systématique, statistique et compagnie dans le processus de faire de la tarification, là, dans le fond. Okay. Puis ça, c'était quelque chose dans lequel j'étais quand même tombé rapidement dans mon travail. Fait que ça m'a toujours mis sur un peu la frange, un peu plus R&D, défrichage. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a naturellement intéressé. Mais je ne soupçonnais pas que j'allais finalement un peu plus tomber dans la grande soupe machine learning. Finalement, je connaissais pas l'existence un peu d'un écosystème plus large de plein de disciplines qui s'intéressent finalement un peu à résoudre des problèmes qui se ressemblent. OK. Puis, comment, à un moment donné, t'es arrivé à partir de... Tu étais dans un département planétique recherche, puis là, tu t'es retrouvé à dire, ben, je veux faire des Kaggle. Parce que c'est comme ça que je pense que t'as commencé, là, j'ai compris. Là. Oui, je pense peut-être le premier déclic, je pense qu'il y a quelques moments charnières là, qui m'ont dirigé un peu plus dans le machine learning. Peut-être le premier, c'était dans les livres de recherche-développement, il y avait un petit projet, là, proof of concept, d'explorer des notes au dossier de réclamation pour voir si on pouvait pas avoir un signal plus intéressant sur la nature des sinistres. Fait que c'est dans le cadre de ce projet-là que j'ai comme découvert, comme réalisé toute ce qui pouvait exister en surface là, du côté du... Il n'existait pas juste des GLM finalement. Il n'existait pas juste des GLM, il existait comme du text analytics, des méthodes d'extraction de tokenisation de dictionnaires. Ouais, fait que c'est un peu le NLP. Fait que tu as commencé un peu avec du NLP finalement. Ouais, mais de façon quand même très superficielle. Okay. Puis derrière ça, c'est au travers de ça aussi que je suis tombé sur des méthodes de gradient boosting, puis de support vector machine qu'il y avait là-dedans. Puis que, comment t'expliques, mettons, je te coupe un peu, là, le gradient boosting, comment t'expliquerais ça, ces méthodes-là, à quelqu'un? Comment j'expliquerais ça? Ça dépend. Si on part du building block d'un arbre décisionnel, je sais pas si on peut assumer partir d'un arbre décisionnel, c'est un concept. C'est connu, là, ouais. Disons parfait. Fait que si on part d'un arbre décisionnel, le boosting, c'est de se dire, je vais utiliser mon arbre, mais je sais que c'est une mesure un peu imparfaite parce que il prend des décisions de façon myopique. Là, il regarde tout le temps c'est quoi son intérêt premier pour faire croître ses branches. Mm-hmm. Fait qu'on sait qu'il y a des imperfections. Fait qu'on va se dire on va juste l'utiliser comme un weak learner. Donc on va faire un petit arbre, mais on va capturer juste une partie de l'effet. Puis après ça, on va garder l'effet, on va regarder qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui n'a pas été expliqué par ce premier arbre-là, très imparfait. Puis on va itérer là-dessus. Puis on va construire un deuxième arbre qui va capturer l'effet résiduel. Donc là, on en construit un deuxième. Puis là, ensuite, on a deux arbres qui, combinés ensemble, capturent encore un peu plus de signal. Puis là, on regarde qu'est-ce qui reste encore à expliquer. Puis on construit comme des arbres, une succession d'arbres de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on arrive à finalement avoir une série potentiellement plusieurs centaines d'arbres comme ça, dont l'effet s'additionne. Puis donne finalement un modèle pour des problèmes dont la performance et les problèmes de régression de classification sont state of the art. Là. Ok. Ce serait quoi la petite nuance par rapport au Random Forest? Ouais, la différence, c'est que le boosting, c'est qui apprend sur une succession d'effets résiduels. Donc, c'est one on top of the other. Là. Chaque arbre prend l'effet. Stack layer. Là. Ouais, c'est ça. Chacun va il explique ce qui n'a pas été capturé, le signal qui n'a pas été capturé par la collection des arbres sous-jacents qui le précèdent. Tandis que le Random Forest, c'est que c'est plutôt une méthode d'ensemble finalement, qu'on part une large collection d'arbres qui sont chacun typiquement plus puissants que les arbres qu'on va utiliser dans une méthode de boosting, là, typiquement. Mais on va moyenner... faire un vote de groupe. On va faire moyenner leur signal, puis là, on va avoir un estimateur justement qui va être plus robuste qu'avec un arbre. Dans mon expérience, tant dans les concours que ce que j'ai pu voir jusqu'à date, typiquement, il y a le fit des méthodes de boosting vont avoir un petit edge de plus en termes de qualité de prédiction. Là. Ça, c'était mon expérience, mais
toujours dangereux avec les benchmarks parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va dire ben moi sur ce dataset-là, cette méthode-là fonctionnait mieux. Là. Mais je l'ai tellement tweaké que je l'ai quasiment overfité, là, tu sais. Ouais, ben là, il y a ça aussi. Là. Mais mettons de façon honnête, des fois, il y a des méthodes qui vont fonctionner mieux que d'autres. Mais par défaut, je dirais que c'est souvent un go-to. Puis dans ce qui est observé dans une grosse tralée là, de concours de Kaggle, que les meilleurs modèles ou meilleurs modèles uniques, c'est presque toujours des méthodes de boosting tree, soit de XGBoost ou de LightGBM, là, qui sont les principales implémentations là, de haute performance là, dans le domaine. Puis incluant les neural net là, pour des problèmes de régression, typiquement les trees. Fonctionne très bien. Là. Ouais, on surperforme dans les problèmes de régression sur des données tabulaires. Là. Ouais, un modèle classique de prédiction. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire de l'analyse d'image ou un modèle de traduction. C'est pas adapté à ça. Ouais, ça se porte pas bien à ça, mais quand tu as 50 variables, tu donnes ça à ça, puis ça va très bien. Là. Ouais, exactement. Okay. Ouais. C'est un bon go-to, un essentiel là, dans le toolkit. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un go-to, ça donne rapidement le tweaking d'hyperparamètres. Non, c'est une méthode avoir des datasets qui vont avoir une coupe de gigs, puis ça va bien. Puis avec des datasets de taille médium aussi, ça a une assez bonne robustesse justement à cause du processus de rééchantillonnage qu'il y a à chaque itération qui fait en sorte que même avec des datasets modestes, souvent ça va avoir un signal intéressant. Là. Ok.